pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Oui, bonjour mes chers amis. Alors, quoi de neuf aujourd'hui? Écoutez, M. Macron, qui est à Kiev actuellement, a posé un ultimatum à la Russie. Il faut accepter la trêve de 30 jours, sinon, il y aura encore et toujours des sanctions contre la Russie. Mais je ne comprends pas très bien comment on peut vraiment lancer un ultimatum pour des négociations. Et là, vraiment, ça m'échappe. Bon. Enfin, voilà pour l'Ukraine. Alors, d'autre part, le Pakistan et l'Inde viennent de faire une trêve sous l'égide de Donald Trump. Décidément, M. Trump pourrait être éligible pour un Nobel de la paix, peut-être. Alors, avant de vous montrer des images spectaculaires de ce qui s'est passé en Moscou hier, j'aimerais revenir sur deux interventions. Une intervention de Ursula von der Leyen et puis sur une intervention du magicien de la finance, Bruno Le Maire. The Russian military is taking chips from dishwashers and refrigerators to fix their military hardware because there are no semiconductors anymore. Russia's industry is in tatters. Les sanctions sont efficaces. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Et je veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie. En Russie, dans tous les cas, c'est difficile de dire la majorité de la population soutient ou ne soutient pas parce que il y a ce qu'on dit en public, il y a ce qu'on dit dans sa cuisine quand les voisins n'entendent pas. Il y a plein de positions qui évoluent en fait en permanence. Les points de vue de la population russe évoluent en permanence. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce 9 mai, il est aussi conçu pour ça parce que il y a quelques semaines, quand Donald Trump a commencé à lancer cette séquence de négociations sur l'Ukraine, en fait, on a ressenti un mouvement dans la population russe d'optimisme parce que même les plus radicaux finalement, même ceux qui veulent gagner la guerre, qui sont pas contre cette guerre, eh bien ils voyaient un peu une perspective que les choses s'arrêtent parce que la population est fatiguée moralement mais même aussi financièrement par cette guerre et donc il y avait une volonté que les choses s'arrêtent. Et là, depuis quelque temps, les Russes ressentent que les Américains fatiguent, que finalement ces négociations vont peut-être nulle part et alors là il y a un besoin de rassurer cette population et ce 9 mai aujourd'hui il est aussi conçu pour rassurer la population et dire c'est dommage, la guerre va continuer, on doit la continuer, les ennemis existent toujours, mais on va la continuer ensemble et on va la gagner. Et ça, c'est quelque chose de très important chez les Russes parce qu'il y a une question de fierté qui entre très souvent en compte et qui en même temps on peut comprendre parce que aucune population, j'imagine, n'a envie de perdre une guerre et d'être humiliée sur le terrain international. Donc c'est quelque chose qui est finalement assez humain de la part de la population russe, mais c'est vrai que même nous, comme pour nous journalistes, c'est étrange un peu parfois d'entendre ces Russes qui nous disent on veut que la guerre s'arrête, mais par contre si elle s'arrête, il faut effectivement qu'on la remporte cette guerre, et si on doit la continuer un petit peu pour la remporter, eh bien on la continuera. Donc c'est tout ce qui se joue aujourd'hui en Russie avec ce défilé et puis avec les milliers d'événements qui ont lieu à travers le pays ces jours pour vraiment mobiliser la population, notamment par les sentiments. Macron, Starmer, Merz et Tusk débarquent ensemble à Kiev pour forcer la main au Kremlin, dans un geste symbolique fort, rarement observé depuis le début de la guerre en Ukraine. 4 poids lourds européens ont foulé le sol ukrainien ce samedi matin. C'est ce que le président Trump a fait hier, c'est ce que nous faisons aussi et ce que nous comptons faire demain. Et avec quel délai? C'est-à-dire à quel moment vous dites là il y aura des sanctions? Écoutez, pour nous c'est dans les jours qui viennent.
qu'il faut pouvoir prendre un train nouveau de sanctions et surtout cristalliser les choses. Mais en même temps aussi, c'est un peu le voile d'ignorance qui doit se déchirer. Ça fait des semaines qu'on entend le monde entier nous dire « la Russie veut la paix ». Du Brésil à l'Inde, jusqu'au fin fond du continent africain, tout le monde. Emmanuel Macron, Keir Starmer, Friedrich Merz et Donald Tusk ont atterri presque simultanément à Kiev pour une mission diplomatique sensible, proposer un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours à la Russie. Selon une source diplomatique française citée par Reuters, cette visite coordonnée vise à accélérer les discussions autour d'une trêve temporaire, soutenue en coulisses par Washington. Objectif: tester la véritable volonté de Vladimir Poutine à suspendre les hostilités tout en offrant à l'Ukraine une bouffée d'oxygène stratégique. La date de ce déplacement n'est pas anodine. Elle intervient au lendemain de la démonstration de puissance militaire de la Russie sur la place rouge en présence de Xi Jinping. C'est que la France est devenue le premier importateur de gaz naturel liquéfié dans l'Union européenne. Donc, en somme, on envoie de l'argent à Vladimir Poutine pour bombarder l'Ukraine. Et il y a un chiffre qui est assez intéressant, c'est que depuis le début de la guerre, on a envoyé à peu près, en tant qu'Européens, 200 milliards d'euros pour les énergies fossiles russes et on a envoyé 135 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine. Donc ce chiffre en dit long. En réponse, l'axe franco-germano-britannico-polonais a choisi de s'afficher uni à Kiev pour rappeler que l'Ukraine n'est pas seule. Ici se joue la sécurité de notre continent, a déclaré Emmanuel Macron, résumant l'enjeu de cette visite exceptionnelle. Il y a eu au surplus un véritable mur du silence, parce que ce qui me frappe aujourd'hui, c'est qu'il sort des livres sur l'Ukraine et qui montre que même en dehors de ces fosses communes, il y a eu en Ukraine, avant même que les Allemands n'interviennent, la population locale qui a assassiné des quantités de juifs. C'est peut-être ce qui explique le mur de silence d'ailleurs. Parce que la population elle-même a eu beaucoup de mal à parler de ça, elle était impliquée. Oh, elle a été très impliquée, très impliquée. Il y a eu vraiment un moment où les Allemands n'étaient pas encore tellement sensibilisés sur cette question. Ce sont très souvent les Ukrainiens qui ont agi. So sticking with Russia and Ukraine, yesterday you spoke with the Munich Security Conference here in D.C. Yeah. You said that Russia is essentially asking for too much in a deal to settle the war with Ukraine. So what do we do now? Do we walk away from this situation, or is it time to ramp up our military support for Ukraine? Well, we'll see what happens, of course. But look, we knew that Russia would ask for too much because the Russian perception of the war is on the ground, they're winning. And of course, the Ukrainians would like to do a ceasefire, in part because things have not been going so well for the Ukrainians the last few months. And our attitude is we don't want Ukraine to collapse. We obviously want Ukraine to remain a sovereign country, but Russia can't expect to be given territory that they haven't even conquered yet. And that's one of the things that they put down in that initial peace plan. So I actually think it's progress that they're even talking at all, the Russians and the Ukrainians. I think it's progress that they're putting concrete peace plans on the table. But we knew that the Russians' first offer would be too much. We knew that they would ask for more than was reasonable to give. That's how negotiations often work. I'm not bothered by that. What would bother me is if we conclude that the Russians are not engaging in the negotiation in good faith. And if that happens, yeah, we're going to walk away. The president's going to say, we're out of this thing. And what that's going to mean fundamentally, I think, is that both Russia and Ukraine are going to be left to settle this thing without the advice and without the mediation of the United States. I don't think that's good for anybody. I don't think it's good for us. I don't think it's good for Russia or Ukraine. But we can only lead these guys to the well. We can't force them to drink. And that's what the president has done. And I do think we've had... entre Souja et Soumy, puisque ce secteur, les Russes continuent d'avancer, de grignoter tranquillement pour installer cette zone tampon, mais on va surtout parler du secteur qui se trouve un petit peu à côté, où les Ukrainiens se sont lancés à nouveau dans une opération pour franchir la frontière russe et tenter une nouvelle incursion qui, si on en croit donc, alors vous voyez tous les points où ils ont tenté de franchir la frontière, on a diffusé des images notamment je crois sur Telegram hier, où vous pouvez voir l'état des colonnes d'assaut. À peine ont-elles ouvert des corridors dans les dents de dragon sur la frontière, hein, donc les pertes ukrainiennes s'élevaient à 215 soldats, 2 chars, 5 véhicules blindés d'infanterie, 11 véhicules à moteur, un véhicule donc du génie, 4 pièces d'artillerie et un dépôt de munitions, tout ça pour ne gagner
aucun kilomètre en territoire russe. J'en reviens au sondage qu'on évoquait tout à l'heure. Et je l'ai écrit à la fin de mon livre, en ayant posé ce terrible constat sur plus de 400 pages, que 90% des Russes soutiennent Vladimir Poutine. La quasi-totalité, je n'ai jamais entendu un Russe me dire « je veux la guerre ». Ils veulent la paix et ils soutiennent Vladimir Poutine. Parce que Vladimir Poutine n'apporte pas la guerre, il apporte la paix. Ce n'est pas une guerre, c'est une opération militaire spéciale, une opération militaire de dénazification. Si ce n'est pas cette opération, eh bien la Russie sera attaquée et détruite. C'est dans ce mythe-là que vivent les Russes. Et Jérôme le disait justement dans son commentaire, et je l'ai entendu aussi dans un terrible documentaire qui s'appelle Mariupolis 2, d'un réalisateur qui a été fusillé au moment de l'entrée des Russes à Mariupol. Ils disent la même chose, on ne comprend pas cette guerre, on veut juste que ça s'arrête. C'est ce que j'ai entendu pendant des années en couvrant la guerre du Donbass, y compris dans les territoires occupés d'Ukraine, qui disaient que la Russie venait les libérer alors qu'elle venait les envahir. Ils disent on ne veut pas la guerre, on veut la paix et seul Vladimir Poutine peut nous sauver. C'est cette inversion du récit, cette aliénation, cette espèce de syndrome de Stockholm qui psychologiquement se définit par l'adhésion au récit de son propre agresseur, en fait, qui fait qu'aujourd'hui, les Russes sont plongés à force de propagande pluriannuelle. On ne se rend pas compte ici, dans un espace de rationalité, où on a accès à certaines informations, mais il ne faut pas croire, on se laisse prendre aussi à certains récits à notre insu. Malheureusement, on l'observe aussi sur d'autres terrains de conflit actuellement. Mais quand on est dans cet espace du mythe-là qui punit légalement, en fait, qui emprisonne tous ceux qui peuvent dire une vérité aussi simple que la Russie bombarde l'Ukraine et les bombes russes tuent des civils en Ukraine, on a envie de croire. Tout à l'heure, on entendait justement sur Jérôme dire, mais sur la place rouge, voilà, on a des gens qui croient en fait, ils croient en Vladimir Poutine. Ils ne savent pas, ils ne peuvent pas savoir, ils ne veulent pas savoir. J'ai eu ces échanges vraiment aujourd'hui avec des gens qui m'ont écrit. Je leur dis quelque chose, mais il y a un mur. Ça devient une quasi-religion, quelque chose oui, de... Le poutinisme est-il une religion ? Exact. Toute religion est une croyance. Quel que soit le guide, le dieu, le leader, l'idée en laquelle on croit. C'est pas le savoir, le fait que ceci est un stylo, par exemple, enfin, tout simplement. Il n'y a plus de faits. Les faits sont annulés. La Russie n'a pas attaqué l'Ukraine, la Russie dénazifie l'Ukraine. C'est des attaques déjà, c'est pas des offensives, mais c'est des attaques médiatiques, TikTok, et qui ont plus aucun intérêt, puisque vous remarquerez que depuis qu'on a vu l'épisode d'avant sur Belgorod, qui a lui aussi lamentablement échoué, il n'y a plus du tout de médiatisation de ce côté-ci du monde. C'est-à-dire qu'avant, dès qu'il y avait la moindre incursion ukrainienne dans le secteur de Belgorod notamment, ça faisait la une des journaux. Vous aviez Yakovlev, Goya, Titelman, ils étaient tous là, ça y est, c'est fini pour la Russie et tout. Là, après l'incursion ratée de Belgorod, il y a un peu plus d'un mois maintenant, là, celle-ci dans le secteur de Koursk, ça ne fait aucune une des médias pour nous dire ça y est, l'Ukraine a repris l'ascendant, etc. Non, il n'y a plus que Titelman, je crois, pour le dire. And then a very, very important signal, also the tribunal, establishing the tribunal for the crimes of aggression. That means that nobody can be left unpunished for the crimes committed. Not even the leaders who have really decided to send all these soldiers here to also commit war crimes and all these atrocities that we have recognized here. So it is very, very important signal, and it's very important that there are so many countries already in the core group, but of course all the countries who stand for values, who stand for all the principles that are enshrined in the UN Charter should also join this special tribunal. Because if there is no accountability, we will see this happening again. C'est devant une foule immense que le président russe lance le début des commémorations. Je vous félicite à l'occasion de la grande victoire. Hurrah! Quelques 11 000 soldats, dont 1500 militaires ayant participé au front en Ukraine, ont défilé ce vendredi sur la place rouge à Moscou. Une démonstration de force terrestre, technologique, aérienne, mais surtout diplomatique. Une vingtaine de dirigeants étrangers, triés sur le volet, étaient présents. C'est le cas du Chinois Xi Jinping, le Brésilien Lula ou encore le président burkinabé Ibrahim Traoré, arrivé tout sourire face à son homologue russe, avec qui il entretient de très bonnes relations.
Le président congolais, Denis Sassou Nguesso, est lui arrivé l'avant-veille et s'est entretenu avec son homologue russe. Vladimir Poutine a rappelé le rôle significatif de Brazzaville dans la guerre de 1945, une reconnaissance bien accueillie par le président congolais. Ces pays de l'Afrique centrale ont participé à l'effort de guerre contre les nazis. Cette évocation est la bienvenue, Monsieur le Président. Était aussi présent le président égyptien Al-Sisi, le bisso-guinéen Umaro Sissoko Embalo ou encore le zimbabwéen Emerson Mnangagwa. Le déplacement de ces chefs d'État africains à Moscou, malgré le contexte de la guerre en Ukraine, semble acter la consolidation des liens entre la Russie et certains pays du continent. Ce n'est pas la première fois que des dirigeants africains y sont, mais c'est la première fois qu'ils y sont de façon symboliquement aussi avec un tel poids. C'est-à-dire qu'avant, c'était purement protocolaire. Ça passait presque inaperçu. Or, aujourd'hui, avec ce que la Russie représente, son président, aller à Moscou, il y a une prise de risque et donc il y a un engagement en faveur de cette participation. Le président russe aura sans doute réussi son pari, faire du 9 mai une célébration non plus nationale mais internationale et resserrer ses liens avec ses alliés et partenaires. Maintenant, on va passer donc au secteur de Svatovo-Kremena. C'est le secteur, vous le voyez en bas, qui se situe. Vous avez la ville de Liman, qui est donc un point clé des défenses ukrainiennes dans le secteur. Donc, on est entre le secteur de Kupiansk et puis le secteur de Seversk dans cette région. Et donc, vous le voyez, les Russes continuent de progresser. Ils ont installé depuis un long moment une tête de pont donc que j'ai matérialisée par les lignes rouges, donc qui se situe à l'ouest du Seversky Donetsk, et du Serebets, et ils sont toujours en train d'avancer chaque jour un peu plus, chaque semaine un peu plus vers l'ouest pour agrandir cette tête de pont qui va leur permettre de contourner une partie des fortifications qui sont établies autour de Liman et donc de prendre cette ville qui, je le rappelle, a déjà fait l'objet de combats très importants en 2022 pour que les Russes s'en emparent, puis ensuite d'autres combats, alors un peu moins importants en septembre-octobre 2022 lors de la contre-offensive ukrainienne, et là, aujourd'hui, on va assister à la 3e bataille de Liman depuis 2022, et donc au sud de cette tête de pont, dans le secteur proche de Torskoye, les Russes, eux aussi, continuent d'avancer parce que ils doivent vraisemblablement, tactiquement, fixer les défenseurs immédiats de la ville de Liman pour les empêcher de se redéployer, notamment plus au nord. Et donc, on va voir dans les jours et les semaines qui viennent si ce grignotage va permettre de réaliser ce débordement par le nord de la ville et entraîner par voie de conséquence sa chute. Vladimir Poutine, Xi Jinping, la place rouge, le 9 mai, on est en 2025, 80% de la population mondiale est là. 80 ans la après, Russie isolée. 80 ans surtout après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Victoire soviétique contre l'Allemagne nazie. Bonsoir Vladimir Fedorovski, j'ai vu votre œil brillant, votre sourire. Il vous a impressionné ce défilé ? Ce défilé, je vais vous dire, impressionné, c'est pas le mot, je suis un vieux de la vieille. Mais c'est une grande réussite, parce que vous savez, dans ce genre d'exercice, il ne faut pas avoir les fautes de goût. C'était assez sobre. Le ministre était pas mal, le discours de Poutine n'était pas là, mais la réussite, c'est quand même la réunion de la majorité des pays du monde dans les réalités. On a menacé, on va dire qu'on va envoyer les drones, et puis tout le monde était là. Vous comprenez, tout ça, c'est une nouvelle donne en piège pour tout le monde. On sait ce matin, aux alentours de midi, sur les 11h30 midi, sur les Champs-Élysées, l'arrivée d'Emmanuel Macron, le président, bien seul, bien isolé, regardez.
J'ai volontairement voulu lui jouer ça en séquence parce que je ne sais pas si vous avez entendu Véronique Jacquier, et moi ça m'a troublé. On a même entendu, une fois que les trompettes, là, enfin les instruments avant, je sais pas ce que c'est, ont fini de jouer la musique, on a entendu les corbeaux croasser. Si vous tendez l'oreille, oui, qu'est-ce qu'il y a, Olivier? Non, mais je trouve que c'est terrible. Un jour comme celui-là, c'est ça le prix de la tranquillité du chef de l'État. C'est de l'excès de zèle ou c'était nécessaire? Vous avez raison d'avoir sélectionné cette image. Il y en a une autre, c'est bien sûr le cortège présidentiel, la garde républicaine, qui remonte les Champs-Élysées, des Champs-Élysées déserts. Regardez. Avec un quartier bouclé. Totalement. C'est totalement inédit, c'est du jamais vu depuis la Libération. Ça faisait presque penser à des images de confinement. De quel 8 mai nous parle-t-on si le peuple est tenu à distance? Commémorer, ça veut dire faire mémoire ensemble. Ça n'a aucun sens de remonter les Champs-Élysées, d'autant qu'il s'agit d'une cérémonie militaire et que le peuple, tous les Français sont amenés quelque part symboliquement à se ranger derrière le drapeau et à faire corps en tant que nation. Donc là, il y a un double message dans cette solitude. Par le secteur au sud de Pokrovsk, le secteur de Novopavlovka ou Andrivka, vous l'appelez comme vous voulez, moi je suis plutôt favorable à l'appeler Andrivka, mais maintenant vu que l'objectif c'est Novopavlovka, on peut comprendre que certains aient changé cette dénomination. On en parle pourquoi? Parce que maintenant, vous le voyez dans la partie nord, les deux grandes flèches rouges symbolisent donc les avancées russes avec les secteurs en jaune, jaune orangé. Et là, les avant-gardes russes ne sont plus qu'à 1,5. Alors c'était à date d'hier, avant le début du cessez-le-feu, ne sont plus. Et donc aujourd'hui, comme demain ne devrait pas y avoir de modification, si les Russes tiennent parole, eh bien les Russes, leurs avant-gardes, sont plus qu'à 1,5 km de la frontière administrative entre l'oblast de Dniepro et celui de Donetsk. On est maintenant dans le triomphe de la confrontation. Si ça continue, on va tout droit vers l'apocalypse. Moi, je vous propose une autre solution, de choisir bien déterminer les intérêts et trouver l'équilibre des intérêts. Et encore un conseil d'amis, sur ce chemin-là, je suis paradoxalement la proposition du Premier ministre espagnol, qui a dit que nous avons perdu des contacts avec la Russie. Oui, mais les Espagnols, comme les Portugais, évidemment, ils ne craignent pas effectivement que les Russes les attaquent. Si vous me permettez, nous avons perdu, ça n'a rien à voir avec l'attaque, etc. Ça, je vous signale. Il dit... Ils ne sont pas des Polonais, ils ne sont pas juste à côté de la Russie. Et les Polonais, la même chose. Il faut que l'Europe renoue les contacts, qui défend ses intérêts. Et quand il a proposé, je crois bien qu'avec Mme Kallas, il a dit, vous savez, Mme Kallas, elle était discréditée en Russie parce que les représentants... La haute représentante pour la diplomatie de l'Union européenne. Évidemment. Elle était à Lviv hier. Il propose de nommer représentant. Et représentant n'est pas nommé. Vous comprenez? Et ça, je regrette beaucoup. Pourquoi? Parce que dans cette affaire détrompée, pourquoi j'écris ce livre sur Ivan le Terrible? Je vais vous dire pourquoi. Parce que Ivan le Terrible symbolise quelque chose de très important. C'est un monde orienté vers l'Asie. C'est la fin d'une époque, doublement la fin d'une époque. D'une part, de l'époque de Pierre le Grand, qui a poussé la Russie vers l'Europe, et la Russie est devenue européenne avec Tolstoï, Dostoïevski, etc. Mais c'est la fin de l'époque d'un autre genre. Vous savez, détrompez-vous. Maintenant, on assiste de la fin de la domination intellectuelle et géopolitique de l'Europe depuis 500 ans. Bon, mais moi, avec Trump et avec Poutine. Sur les propos qui ont été tenus par le président Poutine et la comparaison entre la situation que nous vivons et le nazisme, c'est une inversion des valeurs, mais il n'est pas le seul et il est désormais coutumier du fait. C'est un révisionnisme historique en même temps qu'une profonde erreur. Le nazisme est un totalitarisme qui avait ses spécificités. Le poutinisme est un impérialisme. Et il ne vit maintenant que par l'expansion territoriale, la menace des frontières internationalement reconnues et le désordre international. À ce que je sache, l'Ukraine n'a jamais violé les frontières internationalement reconnues, ni exprimé quelque velléité que ce soit d'envahir son voisin. Et donc celui aujourd'hui qui est la cause de la guerre, celui qui entretient la guerre et celui qui menace la paix et ce faisant l'ordre international, c'est le président Poutine et personne d'autre. Alors François, vous vouliez nous parler d'un nouvel impôt qui a éveillé votre curiosité. C'est quoi cet impôt ?
Oui, c'est une idée qui émane d'un économiste éminent. C'est l'un des meilleurs de la planète. Il est français. Il s'appelle Olivier Blanchard. Il a fait une bonne partie de sa carrière aux États-Unis, notamment au Fonds monétaire international, où il a été le chef économiste. Alors, il propose de créer un impôt exceptionnel pour financer l'effort de réarmement, plutôt que de recourir au déficit comme d'habitude. Un impôt qui aurait une large base, payée par tous les contribuables, et qui servirait à financer environ 20% de l'investissement initial pour les armées, le reste étant obtenu avec de l'endettement. Pourquoi pas un endettement européen, ajoute-t-il. Bon, François, vous critiquez régulièrement ici même le niveau très élevé des impôts en France. J'imagine que sous nouvel impôt de réarmement, pour financer le réarmement, ça vous fait pas vraiment plaisir. Eh ben, détrompez-vous, Amandine. Vous voyez que je suis pas si prévisible. Ça me semble être une idée acceptable à laquelle il faut réfléchir pour au moins 2 raisons. D'abord, ça serait un impôt affecté. On sait où partirait l'argent, à la défense. Il n'y aurait pas de risque de voir notre président de la République le dépenser de façon intempérante ou bien qu'il parte dans le maelstrom de l'État. C'est rassurant. À partir du moment où l'argent est affecté de façon certaine à des dépenses indispensables, le consentement à l'impôt augmente. Ensuite, je l'ai dit, ça serait un impôt général, payé évidemment à proportion des ressources, mais c'est-à-dire un impôt progressif. Bon, donc vous dites plutôt oui. Est-ce qu'il a une chance d'être mis en œuvre, cet impôt ? Oh, écoutez, ça bute quand même sur un problème de constitutionnalité, parce que, en principe, les impôts affectés sont interdits en France. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même eu un précédent. L'impôt sécheresse, par exemple, mis en œuvre sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, c'était en 1976, pour aider les agriculteurs, justement, contre la sécheresse. On augmente, à l'époque, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés d'une surtaxe temporaire de 2 à 8%. Et ceux qui veulent pas acquitter l'impôt peuvent souscrire à un emprunt d'État qui est rémunéré faiblement. On était en fait sûr de perdre sa chemise parce qu'à l'époque, il y avait pas mal d'inflation. Bon, et alors l'autre idée pour financer le réarmement, c'est l'idée de la dette européenne. Bonne idée ou pas, ça ? Écoutez, là, je suis beaucoup plus réservé parce que personne n'est responsable d'une dette collective et ça encourage donc les dépenses inutiles. Dépenses qui échappent de surcroît à la surveillance des parlements nationaux. On va se rendre compte de tout ça quand on fera le bilan du gigantesque emprunt Covid, j'en ai peur. En plus, il n'y a actuellement pas de ressources à la Commission européenne pour rembourser une dette commune. Et là encore, on va réaliser ça avec les premières échéances de l'emprunt Covid qui arrivent en 2028. Rien n'a été prévu pour le rembourser et ça, c'est aberrant. Le renversement qui se produit donc après le Koweït et surtout avec la Yougoslavie, c'est que on interpelle le politique à partir du plateau télé. C'est-à-dire que c'est là que le débat va se déplacer. Ce qui est sur le terrain est déjà très compliqué. Rappelez-vous la Yougoslavie. Les Serbes étaient traditionnellement des amis de la France. Les Croates avaient un passé d'Oustachi. Enfin bref, il y avait toute une espèce de mythologie historique qui ressortait. La réalité de terrain était déjà très compliquée. Et donc, si vous voulez se placer sur des plateaux télé, des débats qui étaient parfois très surprenants, mais ce qui était intéressant, c'est que ça se terminait à la fin par une interrogation qui était une double négation, c'est on ne peut pas ne pas. Une fois que vous avez dit on ne peut pas ne pas, ça veut dire, ça vous dit pas ce que vous devez faire, vous savez ce que vous ne pouvez plus faire. Donc c'est toute une construction, si vous voulez, dialectique et sociologique qui est extrêmement intéressante. Moi, je suis plutôt un spécialiste des processus décisionnels du pouvoir, puisque c'est à ça que j'ai participé pendant 20 ans. Et comme j'ai beaucoup voyagé sur la planète, je ne me veux pas un spécialiste de telle région plutôt que de telle autre. Parce que si vous voulez, le rapport entre une puissance comme la France et un pays périphérique, qui peut être l'Afghanistan, le Siam, peu importe, ça reste un vieux rapport de platitude de la planète. La planète est plate et nous sommes le centre. Donc la question, c'est qui c'est qui t'approche du centre. C'est pas quelle est la nature de la crise. Moi, j'ai vu des ministres, si vous voulez, qui s'intéressaient pas à la crise. Ils s'intéressaient, puisque c'était au ministère de la Défense, ils s'intéressaient à une seule chose, c'était si j'envoie du militaire, est-ce que je gagne des voix? Voilà. La Russie rejette constamment toute proposition et manipule le monde pour tenter de tromper les États-Unis. Voici maintenant une nouvelle tentative de manipulation. Pour une raison inconnue, tout le monde doit attendre le 8 mai et ne cesser le feu qu'ensuite, afin de garantir la tranquillité de Poutine pendant le défilé. Ce qui compte pour nous, ce sont les vies humaines, pas les défilés. En réalité, on voit bien que ce que voulaient faire les Ukrainiens, c'était de tirer une salve énorme
de drones vers Moscou. Ce qu'ils ont fait, en fait, dans la nuit du 7 au 8 mai, et tous ces drones ont été abattus. Bon. Ils ne seront pas capables de faire quelque chose. Sur le fond, on a toujours ce problème-là. Zelensky veut une trêve sans engagement d'un côté comme de l'autre sur des choses qui préfigureraient un possible traité de paix. Les Russes disent, on ne va pas refaire Minsk 3, vous nous avez berné dans Minsk 2, on ne va pas refaire Minsk 3, et ils disent qu'ils sont prêts à arrêter les combats si l'Ukraine accepte une série de choses. Tant qu'on en est là, il ne peut pas y avoir de trêve. Les positions ne sont pas compatibles. Après, eh bien, il faut voir que, et en particulier ces derniers jours, l'armée ukrainienne recule, elle recule un peu plus que ce qu'elle reculait il y a 2 mois ou 3 mois. Là, les reculs tendent à s'amplifier. Et d'une certaine manière, il faudra à un moment donné que l'Ukraine accepte au moins une partie des conditions qui sont mises par la Russie. I think this is a perversion of history, and I'm shocked by it, but it's happening. It's the European Union has done this. It's more of the political elite of Europe, I believe. I don't think the people buy this at all. I think anybody who reads history and is intelligent and thinks for themselves, the French people I can speak for, I think they understand much better than their leaders do the futility of this campaign against Russia by the EU. Donc, malgré les violations multiples du cessez-le-feu, on peut constater une légère diminution des combats sur la ligne de front ces derniers jours, mais pas de cessation complète des combats. Donc en résumé, l'attaque ukrainienne sur la partie ouest de Koursk se poursuit, malgré qu'aucune partie du terrain n'a pour l'instant été sécurisée par les Ukrainiens qui ont enregistré des pertes. Néanmoins, ils ont repris du terrain, mais cette fois-ci sur le front de Kharkov, et plus précisément au sud-est de Liboké. Quant aux Russes, ils ont sécurisé du terrain dans la ville de Vovchansk et ils ont également fait quelques avancées sur le front de Louhansk, à Siversk, ainsi qu'à Donetsk, et plus précisément à l'ouest de Toretsk, où les avancées russes les plus importantes ont été observées ces dernières 48 heures. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir l'excellent colonel Douglas Macgregor. Aujourd'hui, nous sommes le 9 mai, qui correspond au jour de la victoire de la Russie sur l'Allemagne nazie. C'est bien sûr un élément clé de la mémoire historique russe en raison des pertes immenses qu'elle a subies, mais aussi de la grande victoire qui s'est soldée par la défaite d'Hitler. Par le passé, les Russes invitaient des dirigeants politiques et des soldats occidentaux pour manifester une certaine unité. Cependant, les temps ont changé. Désormais, on constate que la Russie invite d'autres nations à se joindre à elle, alors que nous avons encore quelques dissidents venant de l'Occident. Que pensez-vous de tout cela et de la signification de cette célébration du 9 mai, en particulier dans le contexte plus large de la guerre et des conflits actuels? Je pense donc que les Russes saisissent maintenant cette occasion pour afficher leur unité avec les peuples qu'ils estiment être de leur côté. Et de toute évidence, la Chine en fait largement partie. Les Chinois ont terriblement souffert sous l'occupation japonaise. Personne ne le conteste. C'était au-delà de tout ce que l'on pouvait imaginer. Il est donc logique que les Chinois soient présents. Tous les autres, par politesse, viennent parce qu'ils veulent faire des affaires avec la Russie. Il n'y a certainement aucune raison pour laquelle nous ne devrions pas, à mon avis, faire de même. Cela ne veut pas dire que l'on célèbre le communisme. Ce n'est pas mon cas, et ça ne l'a jamais été. Mais vous savez, c'est un événement national pour eux. C'est important pour eux, et nous devrions leur témoigner du respect et de la compréhension. Mais nous ne le ferons pas, c'est évident. Les Russes ont contribué de manière prépondérante et d'une manière prépondérante qui va jusqu'à l'écrasant, c'est-à-dire que les Russes y ont laissé au minimum 27 millions de morts lorsque les morts américaines sur tout front confondu, y compris les morts par feu ami et par accident,
voire par maladie, s'élève à quelque chose comme 400-450 000. Les Américains n'ont pas vraiment compté. Et ce, sur tous les fronts, donc, y compris le Pacifique. Si on appliquait le même chiffre à la France, ça voudrait dire que nous aurions perdu pendant la Seconde Guerre mondiale 6 millions de personnes. Donc c'est vraiment un choc démographique tout à fait considérable. Après, il y a les morts militaires, probablement 11 à 12 millions, et il y a les morts civiles. Et on voit que les morts civiles sont très probablement plus importants, mais en sont même certainement plus importants. Alors, c'est dû à l'attitude de l'armée allemande face à la population civile. Bon, nous on parle, et à très juste titre, hein, si vous voulez, du massacre commis à Oradour-sur-Glane, mais des cas similaires à Oradour-sur-Glane, en Russie et en Biélorussie, il y en a à peu près 300. Alors, il me paraissait important de rappeler ces chiffres, non pas pour faire une espèce de concours macabre sur les sacrifices des uns et des autres, mais simplement pour rappeler quelle est la proportion numérique de l'investissement de ces deux pays, de chacun de ces deux pays, dans cette guerre où ils ont été alliés avec des objectifs et des motivations sans doute très différents, mais alliés quand même. Pour situer évidemment d'emblée l'incroyable distorsion, pour faire comprendre l'incroyable distorsion des faits à laquelle nous assistons dans les discours notamment des médias occidentaux, et même d'ailleurs des responsables occidentaux, y compris du président Trump, qui n'hésite pas à attribuer aux États-Unis le rôle décisif dans la victoire contre le hennisme. Toute une série de militaires américains avec qui j'étais en contact, puisqu'à l'époque, je travaillais pour le ministère de la Défense, et j'allais très régulièrement aux États-Unis, et je me rappelle que l'un, c'était un colonel du renseignement militaire, qui me dit, mais enfin, la totalité des morts américains lors de la campagne sur Guadalcanal, qui est l'une des campagnes les plus sanglantes, les plus dures qu'a mené en fait la marine américaine, la marine et l'armée. Hein. Bon, il me dit, mais les pertes totales de cette campagne, c'est à peine un jour de combat sur Stalingrad. Mais désormais, après l'accord sur les minerais, il semble qu'il commence à expédier davantage d'armes et à s'impliquer encore plus dans le conflit. J'ai donc une double question. Cet accord sur les minerais, quelle est son importance réelle? Et, en conséquence, considérez-vous que cela devient désormais la guerre de Trump ou n'en sommes-nous pas encore là? Eh bien, je pense que c'est la guerre de Trump, tout simplement, parce qu'il a été assez imprudent pour s'y laisser entraîner. Si vous écoutez Trump pendant l'élection et immédiatement après, il disait tout ce qu'il fallait dire. Mais très peu de temps après, il a été assiégé par des personnes qui l'ont convaincu de plusieurs choses. Tout d'abord, on lui a dit « Vous ne pouvez rien faire, président Trump, à moins que cela ne ressemble à une victoire pour vous. » En d'autres termes, si vous allez signer un accord, il faut que ce soit une victoire pour vous. Tout doit être une victoire. Tout est perçu comme une compétition au sens du secteur privé. C'est un vendeur immobilier, donc il voit tout comme « je dois gagner ». Je ne peux pas perdre. Vous savez, je lui avais conseillé de mettre fin à toute aide à ce régime odieux de Kiev et de retirer tout le personnel militaire et civil américain d'Ukraine. Point final. Sortons. Mettons-y un terme. Disons aux Européens, nous partons. Nous serons ravis d'accueillir une conférence de paix où vous et les Russes pourrez vous asseoir et discuter des futures frontières, mais nous ne resterons pas. Maintenant, il a complètement changé de cap et va dans la direction opposée. Je pense que c'est une grave erreur car je ne pense pas que Zelensky tiendra. Et dès que Zelensky ne sera plus en place, ce sera la fin de cet accord. Oui, c'est un succès diplomatique évident pour la Russie, et surtout ça montre
que l'on est revenu à une forme de division du monde en blocs, et il n'y aurait pas cette forme de guerre qui existe actuellement entre l'Inde et le Pakistan. Il y aurait eu les Indiens en plus. Il y aurait certainement eu le Premier ministre Modi à Moscou. Et ça aurait porté les dirigeants à une représentation de près de 4 milliards de personnes. Tout à fait. Mesdames et messieurs, nos discussions avec le président de la République populaire de Chine se sont déroulées dans une atmosphère traditionnellement chaleureuse, amicale et constructive, et elles ont été très riches et productives. Je suis convaincu que la visite et les négociations actuelles contribueront à renforcer encore l'amitié entre la Russie et la Chine et favoriseront la prospérité de nos pays et de nos peuples. Je viens d'avoir des discussions approfondies, cordiales et fructueuses avec le président Poutine. Nous sommes tombés d'accord sur de nombreux sujets qui sont nouveaux et importants. Et qu'on est très loin de ces prétendus éloignements potentiels avec le rapprochement entre Poutine et Donald Trump. Oui, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, les gens qui ont parlé d'un possible éloignement entre la Russie et la Chine ne savent pas ce qu'ils disent. Je ne dis pas que ce soit toujours le grand amour entre ces deux pays. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas des rivalités commerciales entre les deux et que la Russie regarde la pression concurrentielle qu'exerce sur son industrie, l'industrie chinoise, avec une certaine méfiance. Bien, ce sont des choses qui existent. Mais fondamentalement, l'alliance stratégique entre ces deux pays, elle est existante depuis maintenant plus de 15 ans, même probablement 20 ans, et elle est très durable pour une raison très simple. Ces deux pays ne peuvent pas se permettre d'affronter le monde occidental seuls. Donc, ils ont besoin, d'une certaine manière, l'un de l'autre. C'est parce qu'ils ont bien intégré qu'ils allaient avoir à affronter le monde occidental, si tant est qu'ils ne soient pas déjà en train de l'affronter. Tout à fait, et ils pensent qu'ils sont en train de l'affronter. Et de ce point de vue-là, bon, le discours de Poutine ne fait que reprendre ce qu'il dit depuis maintenant des années, mais ce qui est intéressant, c'est le discours de Xi Jinping, qui dit que la Russie soutient la position de la Chine sur Taïwan, et soutiendrait, d'une certaine manière, même jusqu'à l'annexion, pas l'annexion, mais disons la récupération par la force de Taïwan. Ce qui est quelque chose quand même d'extrêmement important. Après, la présence du Vietnam, qui était, je dirais, un petit peu en délicatesse avec la Chine. Traditionnellement, si vous voulez, quand vous êtes un pays de, je crois, quelque chose comme 70 millions d'habitants, mais que vous êtes à la porte à côté d'un pays qui en fait 1,4 milliard, il y a toujours un petit problème. Bon. Le fait que les dirigeants vietnamiens soient venus à Moscou participe au 9 mai. Et participe à un 9 mai qui est quand même marqué par cette grande amitié entre la Chine et la Russie, ça nous dit quelque chose. C'est-à-dire que, en réalité, l'alliance russo-chinoise arrive à fédérer, pour des raisons diverses, une grande partie de l'Asie. La partie qui est en rouge sous les hachures, c'est celle qui est contrôlée par le Pakistan. L'autre, c'est celle qui est contrôlée par l'Inde. Donc c'est le Cachemire, voilà comment nous on appelle cette région, puisqu'il y a plusieurs petites nuances sur le nom de la région en fonction de qui l'occupe, ils sont un peu plus précis. Et donc là, comme vous le voyez, la plus grande information qu'on a eue entre mercredi et hier, c'est en ce qui concerne donc l'attaque de frappe aérienne qui a été menée par l'Inde, où on voit, donc là vous avez, si vous faites le tour du cadran, vous avez plusieurs indicateurs qui confirmeraient qu'au moins 3 appareils indiens ont été abattus, donc 2 MiG-29 ou Sukhoi 30, ou un MiG-29, un Sukhoi 30, et surtout, ce que vous voyez en bas à gauche de la carte, un Rafale. C'est-à-dire qu'on aurait un Rafale donc de fabrication française qui aurait été abattu. Et que l'Asie pro-occidentale
Maintenant, c'est quoi? C'est le Japon, bien sûr, la Corée du Sud, d'accord, les Philippines. Essentiellement parce que les Philippines sont très hostiles à la Chine pour des raisons d'eau territoriale. Hein. Bon, mais même les autres pays sont en train de basculer. La Malaisie est en train de basculer. L'Indonésie est en train de basculer. Il faut savoir que Elle est présente aussi, hein, je crois. Elle est présente. Le nouveau président indonésien, qui était pendant longtemps le chef de l'opposition, alors, une opposition qui participait aussi au pouvoir, bon, on est en Asie, hein, on n'est pas en Europe occidentale et les affrontements sont souvent moins marqués. Bon. Le père de Prabowo Subianto, qui est le nouveau président indonésien, a été l'un des membres du Parti communiste indonésien dans les années 50. Et Prabowo Subianto, quand il fait des fêtes, n'hésite pas à chanter avec ses invités russes les chansons des mouvements de jeunesse soviétiques. L'histoire, et l'histoire particulière de cette région, c'est le temps long et ça joue toujours. Et ne faites pas le cinéma sur l'Ukraine, les droits humains, tandis qu'en Palestine, vous voulez voir crever les gens. Vous avez dit que vous êtes contre l'occupation illégale, contre les bombardements, contre les massacres, contre les enlèvements des enfants, et que du coup, on va augmenter les sanctions contre la Russie, et on va envoyer plus d'armes à l'Ukraine. Hein? Très bien, moi je suis contre l'occupation illégale aussi. Je suis pour le respect de la souveraineté, pour le droit international. Et alors je ne comprends pas pourquoi vous continuez à soutenir Israël. Famine, massacre, génocide, une bonne partie ici applaudit, refuse même d'en débattre. C'est qu'aujourd'hui on envoie des armes à l'Ukraine, mais on ne garantit même pas l'aide humanitaire aux Palestiniens. Eux, ils peuvent crever. Et quand on a demandé un débat ici, vous avez voté contre. Vous n'osez même pas en parler. C'est ça votre complicité. Non, on va même plus se cacher. Il y a même plus d'histoire des otages. Il y a même plus de tout ça. On va détruire Gaza. Donc on a eu, bien évidemment, comme vous le voyez dans la zone qui est encadrée en rouge, hein, des frappes sur la ville de Gaza, des frappes sur la ville de Rafah, des frappes sur le secteur aussi de Khan Younes, avec là encore hein, des mouvements de troupes au sol. Pour la journée du 7 au 8, on a au moins, hier et avant-hier, on a au moins 106 civils qui ont été tués et 365 autres qui ont été blessés rien que par les raids aériens. Hein, voilà, c'est encore donc. Si on rapporte ça à chaque journée, on est sur un peu plus de 50 morts et plus de 150 blessés, donc c'est complètement fou. Dans le même temps, alors bien sûr tout ça, ça se passe dans un silence encore une fois assourdissant. Vous avez un gouvernement d'un pays qui est censé être allié ou ami, hein, je parle notamment pour les États-Unis, qui dit on va détruire une partie du territoire de la planète, là, chez nos voisins. Voilà, on va tout raser, on va tout casser. Tant pis pour les civils, hein, vae victis. Alors il y a des petits rappels de Jean-Noël Barrot, hein, très timide. Nous invoquons le droit de la protection des civils dans le droit de la guerre, etc. Mais enfin tout ça, c'est peanuts sur le plan, on va dire des effets, c'est-à-dire qu'on laisse faire. Il y a rien de plus. Hein, voilà, ça dépasse pas le stade des petites déclarations très timides. Et puis comme d'habitude, au même moment, hein, vous regardez dans le grand rectangle jaune qui est sur la droite, en Cisjordanie, on a eu à nouveau des attaques et des raids. Hein. Alors, dans le secteur de Hebron, il y a un soldat israélien qui a été blessé. Il y a eu un raid sur le secteur de Naplouse qui, lui, a abouti à 9 Palestiniens blessés. Et puis, il y a 4 Israéliens qui ont été blessés, 4 colons qui ont été blessés dans le secteur de Jenin, tout au nord. Ce qui a provoqué la crise, en tout cas, c'est le Gaza. Pourquoi? Parce que dès le début des bombardements sur Gaza, j'ai dit qu'il y avait 2 radicalismes face à face. Il y avait le Hamas et qu'il y avait Netanyahou. Bon. Netanyahou étant un homme élu, comme chacun sait, on ne peut pas critiquer une démocratie. Une démocratie n'est pas belliciste. Or, c'est faux.
On sait très bien qu'on est les deux grandes démocraties de la planète au 19e, 20e siècle, qui étaient l'Angleterre et la France, étaient les deux grandes puissances colonisatrices. Bon. Donc, prendre ce postulat comme si c'était un acquis est un mensonge. Bon, on le voit bien aujourd'hui. Alors, à l'époque, j'étais sur le plateau de Pascal Praud, je vais susciter, alors évidemment, une levée de bouclier, comment pouvez-vous dire ça, etc., etc. Bon. Et je leur ai cité ce raisonnement-là. Et aujourd'hui, on doit être à 50 000 morts à Gaza pour encore quelques centaines de prisonniers du Hamas. Alors ensuite, vous avez toute la lexicologie. Si vous êtes un otage, c'est pas pareil que si vous êtes un prisonnier. Par exemple, en échange de libération d'otages, on était dans le rapport de 1 à 50, c'est-à-dire qu'on avait un otage libéré contre 50 prisonniers palestiniens qui n'avaient pas de sang sur les mains. C'était la condition imposée. Alors, je me posais la question, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté des pierres sur Tsahal. Quelle est la nature de leur emprisonnement? Donc, vous voyez, tout ce phénomène-là tue une espèce de mythologie qui est bien installée sur les plateaux et qui commence aujourd'hui à craquer. C'est-à-dire, vous vous rendez compte aujourd'hui que la critique à l'égard d'Israël, évidemment, on est plusieurs semaines, plusieurs mois après, elle est beaucoup plus libre qu'elle ne l'était à l'époque. Donc voilà, depuis, je suis interdit de séjour. Donald Trump s'est contenté ces derniers jours de dire il va falloir qu'on trouve une solution parce que ces gens ont faim, il va falloir qu'on puisse leur apporter de la nourriture. Mais là encore, c'est du déclaratif, rien n'a changé. Je vais te dire une chose, j'ai peur, tu vas me dire si j'ai tort, mais j'ai l'impression que là, le mandat de Mme von der Leyen est celui de la validation des États-Unis d'Europe. Ah oui, bien sûr. Oui, ils sont en train de prendre le pas sur la défense pour nous déposséder donc de la défense française, qui est la seule qui tient la route en Europe continentale. Hein. Il n'y a pas que l'arme nucléaire, mais même l'armée française, c'est la seule qui tient la route. La santé aussi, elle est en train de nous déposséder. Le logement, tiens, ils ont un commissaire au logement. Donc ils sont en train de déposséder la France, effectivement, et c'est une problématique majeure, parce qu'en plus, l'Union européenne casse tout. Ils ont cassé EDF, qui était un outil génial avec le marché européen de l'électricité. On paye 2 fois plus cher l'électricité. Alors, on peut dire que c'est des bouts de chandelle, mais simplement, le problème, c'est que ça détruit le pouvoir d'achat et ça détruit l'industrie française et l'économie française, hein, les prix de l'électricité. Mais oui, mais quand je dis aussi qu'ils veulent faire des États-Unis d'Europe, c'est-à-dire qu'on va avoir des gouverneurs comme patron de la France, des Allemagne, tout ça. Et je pense que c'est ce que ce mandat, les 5 ans, vont valider. Mais c'est ce que, de toute manière, le projet de l'Union européenne, depuis le départ, c'est d'être fédéral. Hein. Le traité de l'Union européenne que Sarkozy a fait passer en 2008 contre l'avis des Français, le viol du référendum où on avait dit non sur l'Union européenne, il dit on veut une Union européenne toujours plus étroite. À la fin, elle est fédérale. Voilà. Effectivement, c'est leur projet. Après, je suis pas sûr qu'ils vont y arriver, mais c'est vrai que c'est extrêmement dangereux parce qu'ils nous dépouillent petit à petit. Moi, j'ai quand même une bonne nouvelle là-dedans. Voilà. C'est qu'ils sont tellement cons, les européistes, qui sont au pouvoir, les von der Leyen et tous ces gens-là. Puis je les ai fréquentés, j'étais au Parlement européen, j'ai vu la Commission européenne. C'est-à-dire qu'en fait, on est devenu une colonie numérique des États-Unis. Or, pour le projet qu'ils veulent faire, c'est un projet où il faut déposséder complètement les peuples, en les mettant dans des conditions épouvantables, désastreuses, comme en France ou en Allemagne. Eh bien, il faut avoir un mur totalitaire. Il faut pouvoir faire la censure partout. Ils peuvent pas faire la censure partout. Parce qu'en fait, ils ont laissé dépouiller, je veux dire, c'est les Américains qui tiennent Twitter, les réseaux sociaux, Facebook. Et Trump a dit à von der Leyen, il n'est pas question de censurer Twitter ou de sanctionner Twitter, Facebook, etc. Donc en fait, ils ne peuvent pas mener à bien ce projet totalitaire. C'est pour ça qu'on va les dégager à coups de pompe, quoi. Ces gens-là, ils peuvent pas tenir. Si tu veux, tu peux pas mettre les gens dans de l'eau bouillante et en même temps, s'ils peuvent crier et parler ensemble, c'est fini pour toi. Il faut les étouffer. Ils ne pourront pas le faire. Tout ce qu'il faut maintenant, c'est que les Français retrouvent de l'énergie pour retravailler ensemble, se réorganiser, se révolter face à ça. Et parce que ce désastre est visible et tout le monde a envie de changer les choses. Madame von der Leyen, ah non, elle est partie. Thank you, President. Dear colleagues, dear President, Commission. Non, mais vraiment, on demande à la présidente de la Commission d'être là 2 heures cette semaine, et elle part après une demi-heure. C'est quoi comme mépris? Un travailleur devrait l'essayer, d'être payé à temps plein et de se barrer après une demi-heure au boulot. Franchement, félicitations. Ah oui, il faut travailler de temps à autre. Je sais que peut-être pour certains députés, c'est un problème aussi. Mun mielestä tuo oli vähän populismia. Me ymmärrämme, että komission puheenjohtajalla on aika paljon työtehtävää, mitä pitää tehdä sen sijaan, että... Et vous êtes merveilleux, vous. Vraiment, vous êtes merveilleux. Vous n'en avez rien à faire que le président de la Commission européenne soit là ou pas. C'est quoi comme type de député que vous êtes? Avoir une responsabilité de la Commission, ça vous intéresse pas? Qu'est-ce que vous faites là? Merci Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Commissaire. Ce rapport sur la protection des intérêts financiers de l'Union est trop clément. En effet, à l'exception du lobbying des ONG vertes, financées par Bruxelles, la plupart des scandales majeurs ne figurent ni dans le rapport, ni dans les statistiques présentées.
Comment excuser l'inaction du parquet européen dans l'affaire Pfizer-Van der Leyen? Aucune enquête n'a été menée sur d'éventuels conflits d'intérêts et sur les erreurs systématiques dans la négociation des contrats. Sur les 71 milliards d'euros gaspillés en vaccins Covid, sur les doses annulées de Pfizer à 10 € la dose, sur l'achat de plus d'1 milliard d'euros pour le Remdesivir du labo Gilead, traitement pourtant jugé inefficace contre le Covid, ou encore sur l'emprunt géant post-Covid à taux variable. Il y a de grandes spoliations et il y a des décisions inexcusables de la Commission qui ne sont dans aucun rapport. Comment autoriser le pantouflage de Thierry Breton chez Bank of America? Confier à BlackRock d'imaginer notre futur bancaire? Laisser sans conséquence majeure le directeur transport voyager aux frais du Qatar? Confier le recrutement des fonctionnaires européens à une entreprise américaine? Ou encore le blanchiment présumé d'1 million d'euros par le commissaire à la justice via des tickets de loto achetés dans une pompe à essence? De quelle crédibilité la Commission peut-elle se targuer quand elle ne respecte pas ses propres principes? Cette commission VDL 2 veut aujourd'hui contrôler les urnes, car les citoyens refusent cette mauvaise gestion. C'est ça la solution? Et les Français sont en train de lancer un cri d'alarme, disons le mot, que ce soit les ménages, les entreprises, les chefs d'entreprise, les grands patrons comme on les appelle. Alors les ménages, indice de confiance en berne, indice INSEE, les perspectives de chômage explosent, les ménages sont conscients de ce qui est en train de nous arriver. Les dirigeants français, non. Donc, évidemment, ça c'est très dangereux pour la stabilité sociale et sociétale. Les entreprises, record de faillite d'entreprises, et même dans le domaine, effectivement, donc de la high-tech, entre guillemets, ça commence à aller mal. Des plans de licenciement, des plans sociaux. Ça veut dire que toute la France est concernée, bien entendu, et ça ne va pas s'arranger. Et moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que, habituellement, les grands patrons français, vous savez, ils ne parlent pas trop. Bon, c'est un peu logique, puisque 80% des profits des grandes entreprises françaises sont faits à l'étranger. Donc, bon, finalement, ils arrivent à compenser avec ce qui se passe à l'étranger. Mais là, même sur les 20%, ils nous disent, est-ce qu'on va vraiment rester en France? Ça, c'est quand même très inquiétant. Alors, de quoi se plaignent-ils? Évidemment, une économie française complètement exsangue, qui ne s'est pas modernisée. Également de la réglementation européenne de plus en plus complexe. On nous dit, oui, on va décomplexifier. Regardons, est-ce que c'est moins complexe? Non, c'est au contraire, c'est l'inverse. Ce que j'appelle le mourir guéri. C'est-à-dire, nous, on a tellement de réglementation, donc on respecte, mais on est mort. Donc ça ne sert pas évidemment à grand-chose. Trop de charges, trop de règlements, trop de contraintes, trop de taxes. Voilà, c'est tout simplement, et j'ai envie de dire, pas assez de croissance, pas assez d'activité, et donc trop de chômage. Comment l'économie française va s'en sortir? Parce que là, soyons honnêtes, elle est complètement bloquée. Comme vous le savez, il n'y a pas de majorité vraiment à l'Assemblée nationale. Donc pourquoi on survit? Pourquoi l'économie française survit? Parce que pour l'instant, les agences de notation, j'en parlais tout à l'heure, elles ne font pas leur boulot. Elles ne disent, oui, non, on ne va pas dégrader l'un de la France. Ou alors encore mieux, Moody's a dit, non, finalement, je m'abstiens, je note pas. Pourquoi on les paye finalement? Pourquoi elles sont là? Non, ce n'est pas sérieux encore une fois. Donc, que va-t-il se passer? C'est pas compliqué, je pense que ça sera sûrement au mois de septembre, donc il y aura de nouvelles élections législatives, parce que là on ne pourra pas prendre des vraies mesures pour justement sauver l'économie française. Donc si là aussi il n'y a pas de majorité, alors là il y aura des élections présidentielles anticipées, oui, vous vous rendez compte, et puis à partir de là on pourra choisir. C'est-à-dire que si effectivement on va dans le bon sens, nous serons là pour sauver la France, puis si on va dans le mauvais sens, alors il faudra prendre nos décisions, peut-être malheureusement, comme l'avait fait le général de Gaulle en son temps, quitter la France parce qu'il n'était pas content de ce qui se passait, et il avait raison. Donc il faut faire des électrochocs de temps en temps. Donc j'espère qu'on n'en arrivera pas là, bien entendu, mais là, on n'est pas loin de ce scénario catastrophe. Donc il faut vraiment espérons qu'on aura bientôt donc des élections et surtout une vraie majorité qui puisse prendre les bonnes mesures. Il faut que ça se termine rapidement, parce que là on peut plus continuer comme ça, c'est beaucoup trop dangereux. Nos entreprises aujourd'hui sont vraiment sur la corde raide, et moi je pense qu'on doit les aider, parce que si elles s'effondrent, bien évidemment il y aura encore du chômage qui va augmenter, donc il faut tout faire pour sauver nos entreprises. Malheureusement, ce que ne font pas nos dirigeants. Vous le connaissez, lui, Pascal Praud? Alors là, franchement, je sais pas ce qui lui arrive, mais limite, il l'a engueulé. Vous savez qui? Un haut fonctionnaire territorial. Oui, c'est l'ex-directeur général de la métropole de Marseille. Un haut fonctionnaire qui est invité sur son plateau, je ne sais pas pourquoi, mais écoutez s'il ose dire, parce qu'ils sont en train de parler de référendum. Et on lui dit, mais enfin, les Français n'ont plus confiance aux politiciens, puisque le dernier référendum qui date de 2005, on leur a mis un enfant dans le dos. Qu'est-ce qu'il ose dire, ce haut fonctionnaire, pour vous dire à quel point ils sont à côté de la plaque? Il dit, mais je ne crois pas que les Français se soient roulés par terre suite à le fait qu'on soit rentré dans l'Union européenne. Pardon? Comment ça? Si, on est bien au courant et on a été trahis. Ça s'appelle de la haute trahison, monsieur. Donc écoutez Pascal Praud, comment il l'engueule.
L'autre, il sait plus quoi dire, il sait plus quoi... non, mais il continue, hein, dans son objectif. Non, les Français... Bon, écoutez la vidéo, vous me direz après ce que vous en pensez. C'est assez curieux quand même. Il y a des mais quand vous avez un référendum en 2005 qui dit non à l'Europe et à l'Union européenne et que derrière on marche dessus, on ne respecte pas la voix du peuple, est-ce que vous ne comprenez pas que les gens deviennent populistes? Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui se soient insurgés, roulés par terre à cause de ça. Ah bon? En plus, ce sont des mécanismes démocratiques. Mais bon. Oui, alors vous incarnez vraiment le système des tisanes de livres. Alors ça, c'est extraordinaire. Alors ça, vous me sidérez. C'est-à-dire que vous me sidérez. C'est-à-dire que c'est une fracture 2005. Et vous, en fait, vous n'avez pas compris du tout. Ce qui m'étonne pas, puisque je passe mon temps à dire que les tisanes gris ne prennent pas les fractures. Donc vous venez me dire personne ne s'est roulé par terre. C'est une fracture dans la société française 2025. Vous comprenez? Il y a eu avant et après. Et vous n'avez pas compris ça. Non mais c'est formidable d'ailleurs dans le livre. Vous n'avez pas compris du tout. J'ai pas compris, mais et vous dites simplement. Nous le disons dans le livre que ça peut être, mais ça peut être identifié. Mais ça peut-être, c'est fondamental, monsieur. 2005, c'est fondamental. Écoutez. Mais vous n'écoutez pas. En fait, vous êtes déconnecté des gens. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Parce que je vais vous dire, monsieur. Moi, j'ai écouté pendant 5 ans, les auditeurs ont la parole sur RTL. Oui. Pendant 5 ans, il n'y a pas une journée sans qu'ils ne m'aient parlé de 2005. Vous entendez? 2005. Et vous dites, je crois que personne ne s'est roulé par terre. C'est l'usage démocratique. Ben non. Les gens ont été trahis, ils ne l'ont pas oublié, et c'est une des conséquences de leur mission. Mais il y a une crise du peuple. Mais le peuple, on l'a trahi en 2005, je vous ai dit. Non. Si. Sur le Covid, on lui a demandé son avis, le peuple. Sur l'Ukraine, on lui demande son avis, le peuple. Exemple. Mais répondez à mes questions. On lui a demandé son avis. Sur l'immigration. Sur l'immigration, on lui a demandé son avis, le peuple. Sur la guerre en Ukraine, on lui demande son avis. Sur le Covid, on lui a demandé son avis. Il n'y a pas trop de populisme, il n'y a pas assez de populisme. Là, vous l'avez piqué, le pouvoir. Les hauts fonctionnaires, vous l'avez piqué. Et après, vous vous étonnez des conséquences. Et vous venez de dire c'est la faute du peuple. Mais pourquoi vous voulez pas demander aux gens ce qu'ils en pensent, en fait? Pourquoi vous voulez pas faire des référendums? Pas avec des sondages. Mais derrière un référendum? Non mais ça, c'est pas moi qui décide d'un référendum. Mais bon, ce qui est grave. Donc ce gars s'appelle Jean-Claude Condard. Et je pense qu'aujourd'hui, il est à la retraite parce qu'il n'est plus directeur général de la métropole de Marseille depuis 2018. Je ne sais pas ce qu'il fait là. Mais c'est pour vous dire à quel point on vit dans un monde magique. Hein. Ces gens ont fait toute leur carrière dans le service public. Hein. Ils n'ont rien fait d'autre. Autant vous dire que, pour moi, j'appelle pas ça un travail. Hein. Donc il a amélioré, si vous voulez, les conditions administratives des usagers de Marseille, puisqu'il a, disons, fait rentrer Internet dans les démarches pour simplifier les choses. Mais à part ça, il y a beaucoup de blabla pour rien du tout. Donc voilà. Et cette personne ose dire que bon, les gens se sont pas roulés par terre. Ah non, ils sont pas roulés par terre. Non. Si, les gens sont très en colère et surtout se sentent trahis et n'ont plus rien à voir. Enfin, depuis les gens ne votent plus. Hein. Ça sert à quoi? Visiblement, puisque quand on dit non, eh bien Sarkozy, lui, il te dit si, de force. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être aidez-nous sur Tipeee.